pour moi, le bon expert comptable, on va pas refaire le sketch des inconnus avec le mauvais et le bon expert comptable, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'activité, au business. Et en fait, ça change tout parce qu'en fait, un dirigeant qui sent, effectivement, que ce soit même un DAF ou un expert comptable qui s'intéresse à son activité, c'est quelqu'un qui va vraiment sentir quelqu'un d'impliqué, qui va chercher effectivement toutes les subtilités de l'activité et qui va pouvoir véritablement l'accompagner sur l'ensemble des sujets. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre des experts comptables qui suivent pas les dossiers et un expert comptable qui... donc, il faut montrer de l'amour, on va dire, à ses clients. Mais ça, on va dire, c'est comme chez tous les clients. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast On fait le bilan par Impulsa. Je suis Grégoire Proust, je suis le CEO d'Impulsa et je reçois aujourd'hui Thomas Lacotte. Thomas, si tu veux bien te présenter pour nos auditeurs. Merci pour l'invitation déjà, Grégoire. Avec grand plaisir. Donc moi, je suis Thomas, j'ai 41 ans, père de 2 enfants. Je suis un des 3 principaux associés de ces groupes, avec Benjamin Bitton et Jacques Hakoun. Salue. Exactement. De ces groupes, c'est comme son nom l'indique, un petit groupe de conseil qu'on a construit autour de ces finances. Et aujourd'hui, chez De ces groupes, on a 3 principaux métiers. On a le premier qui est l'externalisation de fonctions de direction, C-level, on va dire dans le jargon un peu start-up, sur les verticales finance, RH, marketing et ESG. On a un deuxième métier qui est de l'audit. On a un département TS, Transaction Services, qui fait des due diligence comptables et financières pour les fonds d'investissement, principalement capital risque, et quelquefois en opération M&A aussi de plus en plus. Et un dernier métier qui est le financement de l'innovation avec R4 Innov, où on s'occupe de tous les sujets crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, et tous les financements non dilutifs liés à l'innovation, donc BPI, concours européens, etc. Ok. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie DAF, DAF part-time, DAF de transition. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer effectivement il y a quelques années. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 300 clients tous les mois. Ça va de quelques jours par mois à plusieurs jours par semaine en fonction de la taille des clients et de leurs besoins. Donc, ravi de discuter avec toi du thème de la relation entre l'expert comptable et le directeur financier, qu'il soit part-time ou pas d'ailleurs. Je pense que c'est assez intéressant pour les auditeurs de bien comprendre le périmètre de chacun et les enjeux de nos 2 métiers. Exactement. Eh ben, écoute, tu m'as un peu spoilé l'intro, mais c'est top que tu l'aies fait. Effectivement, donc aujourd'hui on reçoit Thomas parce qu'il a cette expertise côté direction financière et que moi en tant qu'expert comptable et Impulsa, on souhaitait vous restituer justement comme Thomas l'a dit, les différences entre les 2 métiers, les interactions entre les métiers, ce qu'attendent les clients de l'un et de l'autre. Quelles sont les grandes tendances dans ces métiers-là? Donc, je suis vraiment hyper content que tu aies accepté notre invitation. Avec plaisir. Je t'avoue que je suis pas très familier de l'exercice, mais j'étais ravi de le faire avec toi. Donc, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, écoute, t'as annoncé effectivement les grandes thématiques. Je viens de les rappeler. Sans plus tarder, on va se lancer dans le premier sujet, qui est parce que comme tu le sais, parfois il y a confusion entre nos 2 métiers. Donc, le DAF, l'expert comptable. Très souvent, les non-sachants, les CEO qui sont nos clients ou même des parties tiers ont parfois du mal à faire la différence entre le DAF et l'expert comptable. Donc je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de faire le bilan et justement d'expliquer quel est le rôle de chacun, quel est le périmètre de chacun, quelles sont nos fonctions respectives et finalement dans quelle mesure on se rejoint. Donc si tu le veux bien, si tu pouvais expliquer à nos auditeurs un peu finalement ce qu'est le métier de DAF et qu'est-ce que, si tu veux, quel est ton périmètre, quelles sont tes grandes fonctions, qu'est-ce qu'attendent tes clients, puisqu'aujourd'hui vous êtes DAF à temps partagé, donc vous êtes extérieur à la société, et quelles sont les attentes, voilà, quel est ton périmètre, est-ce avec que tu plaisir. peux nous parler un peu de tout ça? Alors je vais commencer par dire ce qu'on n'est pas. Donc effectivement, on n'est pas expert comptable, on ne passe pas d'écriture comptable, on ne passe pas de déclaration fiscale. Je dis ça parce qu'effectivement pour les clients c'est pas évident, mais c'est pas forcément aussi évident pour certains experts comptables que quand ils nous voient arriver, ils nous voient aussi des fois un peu comme des concurrents. C'est clair. Donc de ces finances, ça peut tout et rien dire. Donc voilà, l'idée c'est effectivement de dire que nous ne faisons pas de l'expertise comptable. Ce qu'on n'est pas non plus, c'est qu'on n'est pas un cabinet d'audit au sens commissaire aux comptes.
On fait pas de certification de compte au sens légal. Ça, c'est 2 professions réglementées. Je pense que tu y reviendras pour effectivement bien expliquer ce que vous faites, ce que vous devez faire et ce que vous pouvez peut-être moins faire. Ce qu'on n'est pas non plus, c'est un cabinet d'office management. Donc ça, c'est pas un cabinet, c'est pas une profession réglementée, mais voilà, c'est des tâches effectivement qu'on évite de faire. Donc ce que je regroupe par office management, ça va être des tâches plutôt administratives qui vont de la collecte de factures à la préparation des paiements. Ça peut être aussi tout ce qui est variable de paye. Donc ça, c'est des sujets effectivement qu'on est amené à superviser en tant que DAF, mais pas à produire. Parce que nos équipes sont peut-être un peu trop surqualifiées pour ces sujets-là. Donc ça voudrait dire des problèmes de budget pour nos clients. Donc on sera à l'aise pour leur proposer d'autres solutions, soit en interne, soit en externe pour ces sujets-là. Nous, notre principal objectif en tant que directeur financier, qu'il soit part-time ou je pense pour un directeur financier full-time, c'est de fiabiliser effectivement toute l'information financière. Donc c'est piloter tout ce process de reporting qui passe par effectivement des données comptables, mais aussi des données de gestion, avec très important effectivement dans l'écosystème lié au business model de l'écosystème tech et digital, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en me présentant, mais nous on a un gros vernis sur cet écosystème-là. Et l'idée effectivement c'est de faire matcher ces données comptables qui sont des fois un peu brutes en données de gestion pour effectivement aider les dirigeants à bien piloter leur boîte et à prendre les bonnes décisions de business. Okay. Donc tous les sujets un peu régaliens d'une direction financière, ça va être effectivement tous les sujets de coordination des clôtures annuelles, des gestions avec les CAC, en lien avec l'expert comptable. Ça va être toutes les données de gestion KPI, ça va être tous les sujets de financement, qui soient dilutifs ou non dilutifs, et tous les sujets de développement au sens large. Nous, on pense vraiment que le DAF, aujourd'hui, il a une place centrale dans l'entreprise, et d'autant plus dans les sociétés en forte croissance et dans les startups, puisqu'ils doivent pouvoir parler à la fois aux équipes tech, aux équipes sales, et coordonner effectivement toutes les équipes comptables, qu'elles soient internes ou externes. Et puis le DAF, c'est celui qui suit le cash, donc effectivement, dans tout ce qui est tech, startup, dans des environnements où ça brûle beaucoup, il y a besoin de quelqu'un pour monitorer. Moi, je le dis toujours parce qu'on accompagne de plus en plus de boîtes aussi, des fois sous LBO, même voire des petites boîtes côté. Ça reste que le cash, c'est cash is king, c'est le nerf de la guerre pour l'ensemble des boîtes. Bien sûr. Quand on voit même dans la presse aujourd'hui des multinationales, des fois qui s'effondrent, c'est pour des sujets de cash. Donc effectivement, la trésor, ça reste le nerf de la guerre et qui nécessite effectivement dans des sociétés en très forte croissance un suivi d'autant plus fin. Et c'est effectivement pas les réflexes de certaines personnes les 3 dernières années, mais c'est vrai que là on sent effectivement que ça se resserre. Les conditions de financement se sont resserrées et ça nécessite effectivement un pilotage de cash de plus en plus fin. Et enfin, je rajouterais simplement aussi, c'est que de plus en plus on intervient sur des sujets, sur ce qu'on appelle un peu restructuring. C'est comment on accompagne des boîtes qui sont en difficulté. Donc il y a pas mal de leviers qui peuvent être mis en interne dans la boîte pour bien piloter effectivement ou pour rallonger effectivement la trésor, c'est sur le fameux runway, le nombre de mois effectivement qui reste à vivre avec la trésor qu'on a aujourd'hui, et après préparer ces boîtes-là éventuellement à les mettre dans des procédures soit de mandat ad hoc, soit de conciliation avant un éventuel RJ, si effectivement des solutions ne sont pas trouvées avant. Et on ne souhaite ça à personne. Et c'est là effectivement où on a quand même, dans cette logique de reporting, une très forte proximité avec les experts comptables. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se connaît bien parce que en étant DAF part-time, on va dire que dans l'écosystème tech et digital, on se croise beaucoup. On a à peu près 80% de nos clients qui ont une compta externalisée. Et donc effectivement qui ont affaire à des experts comptables. C'est pour ça que je t'ai invité, c'est-à-dire que en fait, toi, 80% de ton temps, toi, tes équipes, chez 2C, vous travaillez avec des experts comptables. Exactement. Donc nous, souvent, on hérite de l'expert comptable du client qu'on arrive parce que l'expert comptable, je pense qu'après le banquier, c'est quasiment le deuxième prestataire qu'on est, parce que souvent des sujets de la paye. Il y a le sujet de la paye. Dès qu'on a un salarié, il faut faire une paye. Donc l'expert comptable est quand même indispensable, même s'il reste des solutions qui existent. Mais du coup, on hérite de l'expert comptable du client, on essaie de travailler avec lui, et effectivement, ça peut nous arriver d'être amené à changer ou de proposer un nouvel expert comptable, parce qu'effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure de ce qu'on attend nous d'un bon expert comptable, mais il y a un certain nombre de critères qui sont indispensables pour nouer une relation gagnant-gagnant et qui puisse être pérenne. Ok, moi ce que je retiens de hyper important dans ce que tu as dit, et merci beaucoup, c'est hyper clair, et je pense que tout le monde a bien compris ce qu'est un directeur financier à temps partagé, mais peu importe, je pense que c'est la même définition, qu'il soit partagé ou non, le directeur financier. Alors c'est vrai que nous on dit toujours c'est pas le même métier, dans le sens où on n'a pas besoin c'est les mêmes compétences techniques. Voilà. Effectivement, dans un directeur financier à temps partagé ou part-time,
il y a des soft skills supplémentaires à avoir parce qu'effectivement, c'est des fois Passe d'un compliqué. client à l'autre. Voilà, nous, les gens chez nous, ils ont globalement entre 4 et 6 clients. C'est ça. Donc ça nécessite effectivement de devoir travailler assez vite. On prétend pas forcément faire en 4-5 jours ce que les DAF full-time font en un mois, en 20 jours. Et voilà, ça nécessite effectivement d'avoir des certaines méthodes de travail et surtout de s'intéresser vraiment à l'activité du client et d'aller aller à l'essentiel, quoi. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure, tout ce qui est soft skills un peu du DAF, ce que toi tu vas attendre d'une jeune recrue, etc., etc. Je pense que c'est assez intéressant pour les auditeurs de comprendre ça, parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes derrière la caméra qui ont envie et qui se posent la question d'être DAF ou d'être expert comptable. Donc c'est important qu'on illustre ça. Tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail. Il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu as dit. La première, la première, c'est tu as dit, nous, on hérite de l'expert comptable et on s'appuie sur la compta. Donc, pour expliquer un peu aux auditeurs, ce qu'on va faire, nous, experts comptables, on va vous donner une sorte de... Ça va être un peu la data input. Vous allez avoir une sorte d'input. La matière première. Nous, on voilà, appelle ça un peu la matière première. La matière première. C'est le bon mot. Merci. Du coup, vous allez travailler cette matière première et restituer des rapports, des reporting, de la data. Alors, à qui, justement ? Qui sont tes clients dans l'entreprise ? Alors, quand je dis les principaux clients, c'est tout d'abord les dirigeants. Voilà. Après, c'est vrai on sait que nos reportings sont aussi souvent à destination des investisseurs ou des actionnaires. Et pour reprendre ce que tu disais, nous, ce qui est très intéressant dans la matière première, c'est d'abord de la fiabiliser. Donc, en fait, il faut avoir une matière première de qualité. Ouais. Donc, nous, notre premier travail, c'est de travailler avec l'expert comptable sur la fiabilisation de la data. Donc, c'est mettre en place des process, parce que l'expert comptable, en fait, même avant la compta, il y a les pièces comptables. C'est-à-dire que l'expert comptable, pour pouvoir bien faire son job, il a besoin d'avoir les documents, voilà. Il a besoin d'avoir d'explications, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de business models un peu liés à la tech et au digital, je pense notamment au marketplace et au SaaS, c'est pas forcément facile d'appréhender des pièces comptables seules. Si tu reçois une facture, je donne un exemple, Bien sûr. Pour 1 an, c'est pas la même chose que si tu la reçois pour une période de 6 mois. Là, ça sera pas comptabilisé de la même manière, et si toi, tu n'as pas l'info sur la facture, tu ne pourras pas bien la comptabiliser. Tout à fait. Les marketplaces, c'est quand même un business model avec des flux assez complexes. Et nombreux, de très forte volumétrie. Si on n'appréhende pas bien ces flux, on va pas pouvoir bien les restituer dans la comptabilité. Donc l'idée, c'est aussi de travailler avec vous en amont, avec l'office manager, avec l'assistant comptable, avec l'expert comptable, pour vraiment avoir une matière première de qualité. Et à partir de là, effectivement, on pourra travailler sur des sujets de reporting, sur du PNL, analytics, sur effectivement des cash reports ou des cash forecasts qualitatifs, et effectivement des KPIs adaptés au business model. Donc là, j'ai parlé du SaaS ou des marketplaces, mais voilà, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de KPIs spécifiques à ces business models, et ça, c'est très important de les fiabiliser le plus rapidement possible, parce que c'est souvent sur les KPIs que les dirigeants pilotent leur boîte. Ok. Encore un truc sur lequel je rebondis, tu disais, en fait, vous pouvez être amené finalement à organiser le flux entre guillemets, d'approvisionnement de l'expert comptable, parce que en fait, quand tu es dans la boîte, vous devez nous donner un certain nombre d'informations pour qu'on comptabilise bien, et après on vous retourne Exactement. quelque chose de travaillé que vous-même vous allez retravailler. Donc c'est un travail d'équipe. Exactement. C'est tu m'envoies un ballon, je le prends, je te refais la passe après avoir un peu couru, un peu fait le travail. Donc c'est très très intéressant, et on voit bien que nos métiers sont complètement liés. Tout à fait. Et que si à un moment dans le maillon de la chaîne il y a une défaillance, et vous et nous on n'est pas bien. Donc non, alors nous souvent on doit superviser ce process-là. Donc on n'est pas dans la production, mais Exactement. c'est nous les principaux responsables effectivement. Exactement. Et on l'assume complètement, Ouais. de devoir effectivement un peu manager l'expert comptable Exactement. ou le superviser. Et en fait, c'est effectivement une équipe. Si effectivement le process de reporting est défaillant, on n'est pas là pour pointer les responsabilités forcément de telle ou telle personne. C'est effectivement de travailler à l'améliorer, à son amélioration. Et ça passe par des process, ça passe par des outils, et ça passe surtout par un échange très régulier entre la société, qui est souvent représentée du coup par le DAF, qui va centraliser les informations du côté entreprise pour vous les restituer, et pour que vous puissiez, vous, dans un deuxième temps, nous restituer une compta de qualité sur laquelle on pourra travailler. Voilà, ok. Donc c'est un peu une partie de ping-pong avec deux phases. Une phase d'alimentation de l'expert comptable. L'expert comptable travaille, te restitue quelque chose que toi-même après tu vas restituer aux dirigeants, aux actionnaires, etc., etc. Ok, hyper clair. Il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir. Tu as défini au début ce que vous n'étiez pas.
Oui. Moi, il y a un autre truc que je voudrais approfondir, c'est dans la DAF, il y a plusieurs métiers. Parce qu'on parle de RAF, on parle de contrôleur de gestion, on parle de DAF. Est-ce que tu peux aussi... Je trouve que parfois il y a une confusion, tu vois. Il y a une confusion dans tous ces métiers. Est-ce que tu peux un peu recadrer, un peu remettre l'église au milieu du village, si je puis m'exprimer ainsi, et peut-être bien aussi expliquer la différence entre un RAF, un contrôleur de gestion, et un DAF vraiment très rapidement. Je trouve que parfois, je sais pas ce que tu en penses, mais parfois il y a un peu de la confusion. frontière est des fois un peu floue, et effectivement, il y a la terminologie. Derrière chacun de ces termes, on peut regrouper pas mal de choses. La réalité, c'est que ça dépend surtout de la taille de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un DAF part-time qui intervient dans une start-up limite post-série A va faire une partie un peu de RAF, un peu de contrôle de gestion, etc. Donc en fait, au four et au moulin. Voilà. Donc, moi, la vision que j'ai, c'est qu'effectivement, le RAF, c'est quelqu'un qui a une vision un peu plus comptable, qui sera vraiment à l'aise sur ces sujets-là et qui a besoin, ou qui, pour passer le stade de DAF, en fait, devra travailler sur tous les sujets un peu plus prévisionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, la grosse différence pour moi entre un expert comptable qui peut des fois faire des reporting, etc. Et on est les premiers, des fois, vous en faites, et vous en faites très bien. Je vais l'expliquer juste après. Voilà. Et nous, on est les premiers quand la boîte est trop petite, à dire ne faites pas encore appel à nous, passez par votre expert comptable qui pourra vous faire des reporting peut-être pas aussi qualitatifs, mais vu la taille de la société et le volume de flux, ça suffira largement. Tout à fait. Avec un budget forcément adapté, quoi. Mais la grosse différence, c'est d'avoir une vision un peu plus business, je dirais. Pour pouvoir être DAF, pouvoir travailler sur des sujets un peu plus de haut de bilan aussi, donc c'est soit des sujets de financement, des sujets d'acquisition, de croissance externe. Ouais, bien sûr. Donc en fait, quelque part, pour être DAF, il faut avoir les compétences d'ARAF, c'est-à-dire vraiment être à l'aise avec tous les sujets comptables, mais effectivement, pour passer de l'un à l'autre, il faut faire ça un peu un step, effectivement, avoir une vision peut-être un peu plus analytique, être capable aussi de pouvoir restituer et de dialoguer avec des investisseurs et des dirigeants qui sont forcément plus exigeants et qui ont surtout cette vision business. Moi, je le vois aussi, parce que ça arrive, t'en fais partie, mais vous êtes un certain nombre d'experts comptables, et c'est ça qui fait la différence, c'est que les clients sentent que vous êtes profondément intéressés à leur activité, que vous comprenez leur business model. Je reviens toujours à ce sujet de business model, mais quand effectivement, en fait, quand on hérite de dossiers où c'est l'expert comptable historique de la famille, les parents étaient commerçants et tout d'un coup, en fait, l'expert comptable doit appréhender un business model marketplace ou SaaS. Pour lui, c'est pas évident si personne l'a aidé, il connaît pas les outils, il connaît pas les schémas comptables, il connaît pas les codes, on va dire. Et ça, c'est très important, effectivement, d'avoir un bon expert comptable, hein. C'est important d'avoir une bonne office manager et c'est important d'avoir un bon DAF, qui soit part-time ou full-time en fonction de la taille de la boîte. Ok. Bah écoute, hyper clair. Moi, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je vais essayer aussi d'expliquer ce que c'est qu'un expert comptable, quel est son périmètre, quelles sont ses missions. Je vais expliquer que parfois, et tu l'as souligné, il y a des intersections. Mais donc globalement, aujourd'hui, pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, voilà, l'expert comptable, il a une mission la plupart du temps réglementée. On peut faire des travaux contractuels, mais la plupart du temps, on a une mission réglementée qui est encadrée par l'ordre des experts comptables, donc qui est encadrée quelque part aussi par la loi. Les grandes typologies de missions de l'expert comptable, elles vont être de deux types. On va avoir des missions qu'on appelle de tenue, où on va avoir, alors sur les plus petites sociétés, on va avoir en charge toute la partie comptabilité, fiscalité, de la saisie des pièces jusqu'à l'établissement des états financiers. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mission assez large de tenue pour les plus petites sociétés. Et après, on va avoir ce qu'on appelle des missions de surveillance, appelées vulgairement aussi des missions de révision, où là, on va plus être amené, il va y avoir un process interne de saisie de la comptabilité et on va plus être amené à être, entre guillemets, réviseur, vérificateur ou, conseil pour aider la société, je dirais, à établir ses états financiers, pardon. Voilà. Donc c'est vraiment les deux types de missions récurrentes et traditionnelles que va réaliser un expert comptable. Mais après ça, et on le voit, les experts comptables sont en train de réaliser un gros travail de diversification et peuvent être amenés à réaliser des missions dites de conseil. Combien de clients aujourd'hui viennent nous voir en nous disant il me pue ça, est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça? Donc il y a des choses qu'on sait faire ou que les confrères et les consoeurs savent faire, et puis il y a des choses qu'on sait pas faire. Donc c'est là où typiquement vous intervenez sur vos verticales, sur vos spécialités. Mais donc la profession d'expert comptable aujourd'hui, je pense que c'est important de le préciser aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est que on va avoir une partie de nos missions
qui est bousculé par tout ce qui est automatisation, digitalisation. Donc il y a un renouvellement nécessaire dans la profession au niveau des activités qu'on va proposer aux clients. Donc on peut être amené, comme tu l'as dit, à proposer du reporting, travailler sur des sujets fiscaux, assister le client sur un contrôle fiscal un peu costaud avec des fiscalistes. On peut être amené à faire des opérations juridiques. On peut être amené à faire tout un tas de choses, de la data. Combien d'experts comptables aujourd'hui lancent des services de data. Nous, c'est quelque chose qu'on regarde. On en a déjà parlé avec toi et tes associés. Enfin, mais voilà, il y a beaucoup de sujets nouveaux que la profession essaye d'adresser. Et finalement, le point d'intersection, et tu l'as souligné tout à l'heure, qu'on peut avoir entre les deux professions, c'est sur des boîtes, je dirais moi, de taille petite ou moyenne, où finalement le client va nous demander de réaliser un travail qui va être entre le travail d'un expert comptable et le travail d'un directeur financier. Donc plutôt un travail de RAF, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. On va être amené à réaliser un reporting mensuel pour le client, en restituant le compte de résultat et le bilan d'une manière un peu plus intelligible et compréhensible pour la direction. On peut être amené aussi à assister le client qui n'a pas de DAF à temps partagé ou de DAF sur une opération de croissance externe, en réalisant des travaux cadrés sur la revue des comptes, par exemple, d'une société. Voilà, donc c'est là où effectivement peut y avoir confusion entre nos deux métiers et peut y avoir des intersections. Mais je pense qu'à un moment, je pense que tu as été très clair sur votre rôle, et je pense que nous aussi, à un moment, on peut pas être partout, et que donc il y a aussi c'est arrivé en plus sur le premier dossier où on s'est rencontrés, où effectivement là, tu avais ce rôle d'expert comptable et de premier reporting, effectivement. Et l'idée, c'était de reprendre un peu tes reporting, un peu d'y passer un peu plus de temps, de les retravailler, travailler sur les autres sujets. Donc ça, c'était exactement effectivement le genre de choses qu'on peut faire. Et ça dépend effectivement de l'évolution de la société. Ça nécessite effectivement de faire appel à un directeur financier, de recruter quelqu'un de full-time ou de faire appel à un part-time. Ça a certains budgets aussi. Donc voilà, c'est un arbitrage à faire en fonction effectivement de la taille de la boîte et des enjeux au moment présent. Mais globalement, en fonction de la croissance, effectivement, ça devient un moment indispensable d'avoir quelqu'un qui puisse fiabiliser effectivement la data et avoir le temps de dialoguer avec tous les services dont je te parlais. Parce que c'est vrai qu'un expert comptable, vous n'avez pas forcément accès à l'équipe sales, à l'équipe tech, à l'équipe marketing. Et effectivement, donc en fait, vous avez simplement les infos qui vous reviennent et c'est un peu moins, les informations sont un peu moins challengées. Et le rôle du DAF, effectivement, ça va être ce rôle de chef d'orchestre. On appelle un peu tour de contrôle au sein de la société, qui va permettre effectivement d'aller un peu au-delà de la donnée comptable, parce qu'effectivement les reporting qu'on donne aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup le PNL, donc la compta, mais tous les sujets de KPIs, effectivement vous êtes peut-être un peu moins éloigné parce que vous n'avez pas accès aux outils, vous n'avez pas, voilà, et ce gros travail de rapprochement entre la compta et la gestion, il est essentiel. C'est essentiel et c'est un enjeu effectivement majeur qui ressort souvent en anomalie dans le cas des due diligence, parce qu'effectivement l'énergie n'avait pas été mise là et c'est tout à fait normal. Et effectivement, à partir d'un certain moment, c'est indispensable d'être fiable sur ces sujets-là. D'où l'importance qu'on s'entende bien, les deux professions, réglementées ou pas. Et non, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut constamment un échange régulier, fluide. Ouais, on va y revenir. Et ça, c'est effectivement, nous, on est souvent amenés à proposer de changer d'expert comptable quand on n'arrive pas à créer cette relation avec l'expert comptable. Ça arrive souvent qu'on arrive sur un dossier où en fait on entend de la part du dirigeant ça se passe pas très bien avec l'expert comptable. On va voir l'expert comptable, il me dit le dirigeant c'est pas facile. En fait, on comprend surtout que les gens n'arrivent pas à se parler, c'est pas le même langage. Nous on arrive avec un langage commun, on sait parler avec le dirigeant, on sait parler à l'expert comptable et on se rend compte qu'en fait il y a quelques petites choses à ajuster. Et qu'au final, en fait, ça fonctionne très bien. L'expert comptable est bon. Ouais. Et le dirigeant, en fait, il a juste besoin de changer, de mieux communiquer. Et en fait, on se rend compte qu'on repart dans une bonne relation. On est là pour fluidifier les échanges. C'est arrivé plusieurs fois, ça. Donc, t'as raison. Complètement. Vous n'êtes pas que, parce que on n'est pas là pour taper sur l'expert comptable en arrivant. T'as raison de le préciser, c'est hyper important. Je pense qu'il y a beaucoup de consoeurs et de confrères experts comptables qui peuvent avoir le sentiment que vous venez les challenger sur leur méthode de travail ou la qualité de mais même sur leur position par rapport à la boîte. Oui, parce qu'on leur enlève, vous allez les dégager, tu vois, si je parle vulgairement et voilà, je te prie de m'en excuser, mais que vous allez en fait les sortir du truc. Mais moi, bon nombre de fois, avec vous, avec d'autres, DAF à temps partagé, il s'est passé exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il y avait un dialogue qui était difficile,
parce que la dirigeante ou le dirigeant, voilà, hyper stressé, hyper busy, pas le temps, etc., etc. Donc de l'éloignement. Et le DAF, il est venu recoller les morceaux. Et finalement, on est reparti dans une relation plus saine. Le but, c'est de repartir en fait des relations existantes. C'est-à-dire que si tu es un expert comptable, on ne va pas le changer par principe. Les outils, c'est la même chose. On utilise les outils du client. Après, on peut être force de proposition pour faire évoluer les choses. Si l'expert comptable, effectivement, après, ne respecte pas les engagements ou la relation de confiance qu'on essaie de créer, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à changer. Okay. Après, on va jamais imposer. C'est toujours le client c'est le client qui décide. Après, c'est clairement, en fait, c'est indispensable de trouver une relation. Après, ça peut arriver aussi que ce soit nous qui partions. Si effectivement, ils préfèrent garder aussi l'expert comptable, c'est déjà arrivé, même si c'est très rare. Mais voilà, sur le principe, cette relation, elle est de confiance et elle est indispensable. Ok. Écoute, je pense qu'on a bien balayé tous les sujets en lien avec nos missions respectives. Le périmètre de chacun, qui fait quoi, voilà. On voit qu'il y a quelques petites intersections. Et j'ai envie de dire, voilà, ça existe, il faut le savoir. Mais maintenant, je pense qu'il faut être conscient, et j'espère qu'on aura aidé tout le monde à comprendre les limites de chacun et le périmètre de chacun. Moi, le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, et je pense que c'est important qu'on l'explique, je pense parfois les experts comptables ont des craintes, et moi j'aimerais bien t'expliquer ce qu'on va attendre d'un DAF. Et j'attends de toi, si ça te va, bien sûr, si tu acceptes cette mission, de nous expliquer ce que toi tu vas attendre d'un expert comptable. Et le client au travers toi, bien sûr, parce que le client il attend aussi des choses, mais je pense qu'à un moment il te donne les clés du camion et c'est toi qui est voilà, aux manettes. Et je pense que ça serait hyper intéressant que tu nous expliques, et peut-être je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu vas attendre d'un expert comptable, d'un bon expert comptable? Ou qu'est-ce que tes équipes vont attendre, parce qu'il faut aussi préciser que toi tu chapeautes une équipe de plusieurs personnes. Mais voilà, quels tips tu pourrais donner aux experts comptables qui nous écoutent, ou quelle information tu pourrais nous donner, et étant entendu que j'essaierai de te donner la réciproque juste après. Ok. Alors, ce qu'on attend d'un bon expert comptable, c'est déjà qu'il soit à l'aise avec effectivement tous les schémas comptables rattachés au business model de l'entreprise. Je dis ça parce que j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, c'est pas forcément évident que tous les experts comptables appréhendent bien l'activité de l'entreprise. Donc ça, pour moi, c'est quand même le sujet le principal, c'est quand même de bien appréhender les flux et de bien les comptabiliser. Et ça passe par quoi? Ça, tu penses, ça passe par comment dire, un moment avec toi, avec tes équipes, un moment où alors on repart à la cave, on reprend les éléments du client. Enfin, comment on fait? Sur le principe, on peut aussi effectivement en fonction. Alors, dans un cabinet d'experts comptables, comme tu le sais, il y a un associé. Il y a des managers, il y a des collaborateurs. Donc effectivement, ce qu'il faut sentir aussi, c'est que toutes ces personnes-là se sentent concernées par le dossier. Alors on sait très bien que l'associé va pas être l'interlocuteur principal, mais c'est lui qui doit insuffler, c'est lui qui est responsable de la mission. Donc effectivement, nous quand on arrive sur un dossier, on doit assez vite comprendre est-ce que l'expert comptable, on va dire dans le cabinet d'expertise comptable, appréhende la mission de manière correctement. Après, comme toute bonne relation, ce qu'on veut, c'est des gens fiables, réactifs, qui respectent les process qu'on va mettre en place. Donc, qui dit process, ça va être des sujets de deadline, ça va être des sujets de comptabilisation. C'est que de plus en plus, il y a un sujet d'analytique. Donc, c'est-à-dire de bien classer les factures par rapport à ce qui a été mis en place. Peut-être juste précise. Donc, comptabilité générale, c'est la comptabilité, je dirais, réglementée, telle que le plan comptable la préconise. Et après, pour alimenter nos amis DAF ou DAF à temps partagé, on peut être amené en tant qu'expert comptable à mettre en place des comptabilités analytiques, très souvent main dans la main avec vous. Tout à fait. Donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, pour préciser ça à nos auditeurs, la comptabilité analytique, ça va être finalement, on va découper la comptabilité générale en catégories pour présenter les comptes de manière plus intelligible et qui soit plus compréhensible, plus clair pour quelqu'un qui n'est pas familier de la comptabilité. Donc, aujourd'hui, un compte de résultat format comptable, plaquette, on va dire, voire liasse fiscale, c'est la même pour toutes les entreprises, indépendamment de leur business model. Nous, l'objectif, c'est d'avoir un compte de résultat analytique, donc adapté au business model, donc qui fasse ressortir différents types de marges. Alors, qu'est-ce qu'une marge ? Effectivement, on va prendre une activité typiquement de e-commerce. On a tout ce qui va être marge brute, achat-revente. J'achète pour tant, je revends tant, en découle une marge brute. En plus, il peut y avoir d'autres charges variables comme
le transport, la logistique, Douane. les paiements, etc. Donc ça peut être un autre type de marge. Il peut y avoir aussi tous les sujets de coûts d'acquisition. On arrive sur une marge contributive. Voilà, il y a différents types de marges et donc ça implique que les différentes dépenses soient bien comptabilisées analytiquement et suivies. Donc on rattache effectivement ces dépenses à des natures de dépenses qui ne sont pas forcément celles du plan comptable, qui sont très standardisées, normées. Et si on s'autocritique un peu, difficilement compréhensible, par exemple, d'un dirigeant qui a une formation marketing, sales ou autre, qui va pas du tout être là-dedans et c'est vraiment difficile à comprendre. Et souvent, vous pourrez entendre comptabilité analytique, comptabilité management aussi. Je trouve que c'est un terme, je sais pas si... Voilà, terme souvent qui est utilisé pour dire une comptabilité un peu faite maison sur la base des logiques de la boîte et avec un découpage qui répond à ce que tu disais, marge brute, marge contributive, etc. etc. Donc, ok, très bien. Et alors, quelles sont tes autres attentes d'un bon expert comptable? Alors, pour moi, le bon expert comptable, on va pas refaire le sketch des inconnus avec le mauvais et le bon expert comptable, mais c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'activité, au business. Et en fait, ça change tout, parce qu'en fait, un dirigeant qui sent, effectivement, que ce soit même un DAF ou un expert comptable qui s'intéresse à son activité, c'est quelqu'un qui va vraiment sentir quelqu'un d'impliqué, qui va chercher effectivement toutes les subtilités de l'activité et qui va pouvoir véritablement l'accompagner sur l'ensemble des sujets. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre des experts comptables qui suivent pas les dossiers et un expert comptable qui... donc il faut montrer de l'amour, on va dire, à ses clients, mais ça on va dire, c'est comme chez tous les clients. Donc moi, si déjà tous les 2-3 piliers là que je viens de te citer sont remplis, t'es content. Honnêtement, je suis content. Après, il peut y avoir des sollicitations sur des sujets très ponctuels, sur des sujets fiscaux, sur des sujets d'optimisation du dirigeant. En fait, voilà. Après, mais ça, on sait aussi très bien que vous avez un portefeuille client des fois qui est très élargi. Donc voilà. En fait, on peut pas être spécialisé. Ça peut pas être on peut pas être disponible tout le temps. On aime bien les gens réactifs. En même temps, c'est pas à la seconde non plus. Nous, je sais que notre rôle aussi, c'est d'anticiper au maximum les choses. Et peut-être que tu en parleras dans tes attentes. Nous, en fait, en tant que DAF, on est censé aussi prévenir l'expert comptable dès qu'il se passe une opération de financement et de levée de fonds. Il va falloir préparer une data room. On va rentrer en due deal. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui doivent être anticipées. Et donc, effectivement, si on prévient un expert comptable 1 ou 2 mois à l'avance d'une telle opération, il faut que celui-là soit capable, effectivement, d'alimenter la data room, d'être réactif pendant la due deal. C'est sûr que c'est souvent des périodes courtes de 2 à 3 semaines où là, on attend effectivement un soutien fort de l'expert comptable et de la réactivité. Je précise juste les due deals pour celles et ceux qui connaissent pas le terme. Donc les due deals, ça va être les diligences qui vont être menées par un acquéreur sur une cible entre la lettre d'intention, donc l'offre qu'il va signer, et le closing du deal. Donc c'est des diligences qui sont menées pour se rassurer quant aux chiffres, quant aux informations qu'ils ont reçues en amont, pour fiabiliser tout le process et pour être sûr qu'on leur a dit vous achetez 100 et vous achetez pas 80 ou 120, vous achetez vraiment quelque chose qui est conforme à ce qui a été décrit. À l'histoire, alors, effectivement, en phase de roadshow, effectivement, les dirigeants, il y a beaucoup de marketing, notamment sur leurs chiffres. Voilà. Là, c'est juste s'assurer que l'histoire qui a été racontée est bien réelle, donc c'est plutôt sur le passé. Il peut aussi avoir un peu de challenge de BP, de prévisionnel, mais globalement, c'est vraiment sur les données historiques. Et ça, c'est à la fois pour les données comptables et financières, mais on a des juridiques, RH, ESG maintenant de plus en plus. Et nous, on fait aussi le département de Jacques, justement, est spécialisé sur tous ces sujets-là. C'est vraiment de faire des due diligence sur... propriété intellectuelle. Nous, on le fait pas, ça c'est très légal, effectivement. Mais tech, aujourd'hui, au sein de 2C, on fait effectivement des due diligence comptables et financières, RH et ESG. Ok, très, très intéressant. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu attends, toi, du côté DAF, qu'il soit part-time ou full-time, pour créer cette relation gagnant-gagnant? Eh ben écoute, je prends la balle au bon, donc je te remercie de me la passer. Alors, je pense que nous, les experts comptables, alors associés, managers, collaborateurs, comme tu le citais, mais peu importe, je pense que nous, on va attendre qu'un cadre clair soit défini, pour en revenir à ce qu'on disait au début, dans la première partie du podcast, qui est un cadre clair. Alors, un cadre clair dans l'organisation, qui fait quoi? Limite, la liste des tâches, un tableau, c'est bête, mais qui fait quoi? Première chose. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Très souvent, on se met d'accord, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a la contrainte du temps. Donc, moi, ce que j'aime bien discuter, et je pense que mes associés, c'est pareil, ce qu'on aime bien, nous, chez Impulsa, quand on travaille avec des DAF, c'est avoir un cadrage clair dans le temps.
toi, Thomas, t'attends les chiffres comptables pour quand, quel format, mais là, le sujet, c'est vraiment quand, et qu'on se mette d'accord. Ok, il y a une revue trimestrielle, je veux les chiffres à J plus 10, je veux les chiffres à J plus 15, je veux les chiffres à J plus 20. Sur la comptabilité annuelle, je veux qu'on fasse 2 cadrages avant de sortir les états financiers. Donc on fait un cadrage, je sais pas, début janvier, pour que toi tu puisses préparer ton conseil d'administration ou que ton dirigeant puisse avoir de la data à peu près, on va dire à 95% fiable, tu vois, si on prend une loi normale, 95% fiable. Et puis après, on va travailler avec toi sur les provisions. Donc on va faire des jeux de provisions pour atterrir sur une version finale. Mettons, on se refait un point en mars-avril, tu vois, sur une clôture 31 décembre. On se refait un point en mars-avril N+1. Et là, on va vraiment affiner, tu vois. On va voir les datas sur tu sais, sur le crédit d'impôt recherche, par exemple, si on est sur des dossiers tech. On va voir vraiment les dernières provisions. Et avec toi, on va, se faire une réunion où finalement, on passe les dernières options de clôture, on se met d'accord. Et après, écoute, on envoie. Mais moi, c'est vraiment ça. Je pense un des trucs, c'est vraiment un cadrage dans l'organisation et dans le calendrier. Et si tu me permets de te couper 2 secondes sur le sujet des deadlines, en fait, nous, on est toujours pris un peu aussi entre différentes parties. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours des investisseurs qui veulent les chiffres, et même les dirigeants, le plus tôt possible. Après, on est les premiers aussi à faire la part des choses et de travailler avec vous pour savoir ce qui est envisageable concrètement. C'est-à-dire que pour moi, une petite boîte SaaS qui fait 20K de MRR et qui est bien outillée, on peut envisager de sortir des comptes en J+5. Un e-commerce de 50 millions qui est mal outillé, ça peut prendre 30 jours, en fait, et objectivement. Et là, on sera aussi, notre rôle, c'est d'expliquer au management, aux dirigeants, que mieux vaut avoir un reporting en J+30 fiable que quelque chose de non fiable en J+15. Alors, on peut sortir peut-être le chiffre d'affaires. Enfin, on peut sortir différents... Enfin, je ne dis pas qu'on attend forcément 30 jours pour sortir 100% de l'EBITDA. Mais voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire entre-temps. On peut sortir la trésor, on peut sortir des KPIs. Et voilà, nous, notre rôle, c'est effectivement aussi de faire la part des choses objectivement. Et après, ça sera effectivement de s'assurer que c'est bien respecté. Voilà, c'est que, comme tu dis, au moment du kick-off, il faut se mettre d'accord en toute intelligence. Ça ne sert à rien de donner des deadlines qui seront intenables. Et c'est pour ça qu'effectivement, la discussion, on a besoin de comprendre, parce qu'aussi, nous, on a un bon benchmark. Là, on accompagne 300 clients, on a accompagné peut-être 1000 dans les 4 dernières années. Quand il y a un expert comptable qui me dit que c'est impossible de sortir en 15-20 jours sur une petite boîte qui fait du SaaS, je sais vraiment que le problème, il est chez lui, il n'est pas chez nous. Donc là, pour le coup, ça peut être source. Ou alors, t'as pas l'info et à nous de t'expliquer pourquoi. Et exactement, moi, mais dans ce cas-là, on peut. Et puis voilà, et puis il y a toujours des mois un peu des fois plus compliqués que d'autres, parce que s'il y a des absences du côté entreprise, si la facturation est pas faite dans les temps, etc. Il y a plein de critères qui font que des fois le process il peut un peu dérailler ou un peu dévier. Donc notre rôle c'est effectivement de s'assurer que ça le fasse le moins possible, de minimiser les choses. Pas se mentir, les erreurs il y en a toujours aussi des deux côtés, donc on n'est pas là à dire qu'il y a du zéro erreur, mais notre objectif c'est de le minimiser au maximum. Ok, donc très clair. Alors moi si je reviens un peu sur les attentes qu'on va avoir côté DAF, donc effectivement c'est donc cadrage orga, cadrage calendrier. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, et tu l'as souligné tout à l'heure, et notamment quand on est dans des cadres qui sont pas, entre guillemets, plan-plan, mais dans des cadres, on va dire, un peu sous pression, c'est qu'il y a un certain niveau d'anticipation du DAF. Moi, j'attends du DAF qui me dise en janvier ce qu'il veut pour février, en février ce qu'il veut pour mars, et pas fin février. En fait, t'aurais dû me donner des trucs il y a 15 jours, et sans m'avoir expliqué. Ça peut arriver, bien sûr. Dans la relation qu'on a éprouvée avec vous, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Mais nous, chez Impulsa, on travaille avec plein de DAF, dont vous. Et parfois, c'est vrai qu'on peut être, et je suis sûr qu'il y a des consoeurs et des confrères qui peuvent être dans la même situation, on peut être un peu malmené, se sentir bousculé. Alors, il y a parfois, on se bouscule, mais on se bouscule tous ensemble. On est comme les doigts de la main et on y va, quoi. On sait que ça va être serré, on sait qu'on va en chier, pardonnez-moi l'expression, mais on y va. Donc ça, on l'accepte. Par contre, je pense que ce qu'on a du mal à accepter, c'est parfois un directeur financier qui va un peu mettre la patate chaude chez nous, si je dois encore utiliser des mots un peu forts, et ne pas anticiper. Et là, c'est là où je pense que peut y avoir un peu de distorsion, peut y avoir un peu de tension. Et ce que je dis à nos équipes, c'est vraiment justement pas de challenger le DAF, mais d'essayer de créer ce dialogue pour éviter de se retrouver dans cette situation. Moi, je déteste les trucs où
finalement la relation avec le DAF se résume à je t'ai envoyé le truc à la fin de l'année et il n'y a pas de dialogue. Je pense que si tu as un dialogue à peu près, il n'y a pas besoin de se parler tous les jours, mais un truc tous les mois, tous les trimestres, en fonction de la taille des dossiers, tu vois, tu l'as dit, si tu es sur l'e-commerce à 50 millions, ça va être tous les mois. Si tu es sur un truc plus petit, ça peut être tous les trimestres, parfait, tu vois, mais un petit call, un déjeuner, tu vois, on le fait souvent tous les deux. Quelque chose quelque chose qui fait que on va se créer une confiance, on va créer quelque chose et donc du coup moi je vais me sentir concerné par ta mission, toi tu vas te sentir concerné par la mienne, tu sais là où ça va peut-être un peu plus bloquer, moi aussi, et donc on construit le truc comme ça, voilà. Moi je te rejoins complètement, enfin, je sais que nous on a un haut niveau d'exigence avec nos directeurs financiers parce que c'est ce qu'on vend aussi à nos clients. C'est-à-dire que, in fine, si le process de reporting se passe mal, ça sera la faute du DAF. Alors peut-être qu'in fine, ça sera plus la faute de l'expert comptable, mais je veux pas on n'est pas là pour taper sur l'expert comptable. C'est toujours au DAF avec qui on travaille. Si l'expert comptable a mal fait ton travail, quelque part, c'était sous ta responsabilité, sous ta supervision. Donc, quelque part, t'as aussi t'as échoué quelque part. Alors des fois, c'est peut-être injuste, mais voilà, ça, dans l'esprit, pour moi, en fait, le DAF, c'est ce qu'on vend à nos clients, je le répète, c'est vraiment de superviser ce process-là. Donc, quelque part, on doit anticiper les sujets, on doit mieux contrôler, mieux superviser. Et effectivement, l'idée surtout, c'est de s'améliorer. Parce qu'en fait, qu'il y ait des erreurs ou des retards, ça peut arriver. L'idée, c'est qu'il y en ait de moins en moins, de plus en plus rare, et d'arriver effectivement à quelque chose qui tourne le plus rapidement, le mieux possible, quoi. Ok. Merci. Mais ça arrive, je suis d'accord. Enfin, j'ai connu, on connaît constamment chaque mois des fois des périodes de tension parce qu'effectivement des fois les délais sont très courts, des fois les erreurs viennent du client. On va pas se mentir, c'est-à-dire que si la matière, c'est ce qu'on t'envoie n'est pas bon, toi tu vas mal restituer et moi j'aurai pas forcément l'info. Nous on est en DAF part-time, on n'est pas forcément dans l'entreprise 100% du temps, donc c'est pas forcément aisé d'avoir aussi toutes les informations. Donc ça, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, la différence entre un DAF full-time et un DAF part-time, c'est que ça nécessite beaucoup plus de qualité d'être DAF part-time parce que ça nécessite de se créer des process en interne dans la société pour que l'information remonte, pour pouvoir après la restituer et l'analyser de manière correcte. Ok. Bah écoute, c'est un challenge, chaque mois, on va dire, c'est un challenge de pouvoir créer des reportings fiable, mais d'où l'idée d'avoir un partenaire fiable également comme expert comptable. Ok, bah écoute, non, hyper clair. Moi, je vais juste préciser un dernier point sur ce qu'on attend d'un DAF. Alors là, c'est peut-être un peu plus personnel. Je trouve que, et ça va être plus soft skill que hard skill, c'est vraiment travailler dans une ambiance cordiale. Je dirais pas amicale parce que voilà, on n'est pas là pour être amis. On est là pour faire du bon travail pour le client. Mais un sourire, un petit mot, un truc, on se fait un déjeuner, nos équipes se parlent, ça se parle bien, ça s'entend bien. Mais forcément, le travail derrière, qu'on le veuille ou non, hein. Après, tu peux avoir les gens très froids, etc., ça marche aussi, mais t'as pas le même ressenti, t'as pas le même effet, et je reste persuadé, tu vois, qu'un cadre entre guillemets amical, friendly, c'est quand même un truc. Donc moi j'attends aussi un peu de souplesse, un peu de sourire. On en parlera peut-être tout à l'heure avec un peu la culture d'entreprise, effectivement. Donc ça, effectivement, chaque cabinet est un peu différent. Nous on accorde beaucoup d'importance à ça et ça passe par le recrutement des collaborateurs qui ont effectivement ce mindset là. Enfin, comme je disais tout à l'heure, travailler avec l'expert comptable, ça va être quasiment mensuel. Donc on peut pas effectivement créer une relation de défiance et non amicale avec un expert comptable, c'est impossible. Ouais. Après, effectivement, l'idée, c'est de... comme tu dis, on n'est pas amis non plus avec son expert comptable, mais pouvoir se dire les choses franchement, parce que des fois, on a peu de temps. Et ce qui est compliqué des fois, et en fait, c'est là où on reconnaît aussi un bon expert comptable, mais un bon cabinet, c'est la rotation des équipes. On va parler du turnover. Ouais. Effectivement, ce qui peut des fois être agaçant côté client et un peu forcément côté DAF, c'est quand les équipes changent souvent sur des business models compliqués où on passe du temps à les former. Nous aussi, on peut quelque part pas les former, mais à leur expliquer des choses. Forcément, ça peut des fois être frustrant côté entreprise, hein, mais nous, on a la chance d'avoir peu de turnover, mais on en a quand même, hein, je vais pas te mentir. Nous aussi, c'est pareil. Voilà, forcément, il y a un niveau minimum. C'est effectivement, ça peut créer des frustrations sur ces sujets-là. Ok, non, hyper clair. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre sur, je dirais, les attentes qu'on peut avoir l'un et l'autre sur le travail de l'un et l'autre aussi ou... Non, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est de pas partir avec un a priori. Effectivement, c'est que
Il y a des bons DAF part-time, il y a peut-être des plus mauvais, etc. Mais sur le principe, en fait, je pense que il faut partir du principe que tout le monde va aller dans le sens du client, parce que l'objectif, c'est surtout de délivrer une prestation commune pour le client et pour les actionnaires. Donc en fait, si quelque part ça ne marche pas, ça peut être la faute de l'un, la faute de l'autre, c'est pas satisfaisant. Donc, l'objectif, c'est de trouver effectivement un modus operandi qui permette effectivement de satisfaire le client. Ouais, et moi je dirais aussi, le bon travail de l'un profite à l'autre. Voilà, je dirais ça aussi, c'est que si on fait du bon taf, toi tu feras du... Enfin, si nous on fait du mauvais taf, tu vas plus galérer pour faire toi du bon taf et donc satisfaire ton client. Sinon on fait du bon taf, tu fais du bon taf, le client est content, tout le monde est content, t'as un cercle vertueux. Et voilà, en tout cas nous c'est chez Impulsa, avec vous, avec d'autres, c'est ce qu'on essaie de faire avec, je pense, plus de réussite que de non-réussite, mais en tout cas, ok. Non, mais hyper clair et je pense bonne synthèse. Le troisième sujet que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, c'est peut-être un peu de parler. Là, la discussion est un peu plus ouverte. L'idée, c'est un peu d'ouvrir un certain nombre de sujets. Moi, je voulais ouvrir le sujet un peu des tendances dans nos métiers. On en avait discuté récemment. Tu vois, people, outils, voilà, tout autre sujet que tu trouveras intéressant pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Tu vois, qu'est-ce que tu vois, si on prend le sujet people par exemple, aujourd'hui, vous avez du mal à recruter, comment ça se passe? Alors, quel profil vous recrutez par exemple? C'est intéressant que les auditeurs comprennent quel type de profil vous cherchez. Et puis moi, je vais essayer de dire aussi ce qu'on recherche. Alors nous, on est une société de conseil, donc nos collaborateurs, c'est vraiment c'est notre actif. On va dire c'est la chose quasiment la plus importante, même avant même nos clients. Donc on accorde beaucoup d'importance au recrutement, au management et à la formation, forcément. Ce qui nous permet d'avoir un taux de turnover très faible. On dit souvent, avec toute la modestie qu'on peut avoir avec Benjamin notamment, qu'on est un peu la meilleure école de DAF de France, parce qu'effectivement, il n'existe pas d'école de DAF. Mais c'est vrai qu'en passant chez nous, ou en étant DAF part-time, on peut être DAF de 20, 30 entreprises en 2, 3, 4 ans. Donc c'est comme un accélérateur de connaissances et de compétences et de carrière, parce qu'effectivement, on a un bon tremplin. Alors, un peu expertise, on a aussi des profils qui viennent de l'expertise. Je te dis pas ça pour te piquer tes bons collaborateurs, mais c'est un vrai. Enfin, ce qui est important pour nous, c'est d'être à l'aise avec la comptabilité. On a parlé quand même depuis tout à l'heure. Donc, ça passe souvent par des profils type expertise comptable, TS ou commissariat aux comptes. C'est qu'à la fois des profils qui connaissent la comptabilité et qui connaissent un peu le multi-client qui vont rencontrer chez nous. Alors, c'est pas le même multi-client qu'en cabinet d'audit, expertise, etc. Mais voilà, le fait de passer d'un client à l'autre, c'est quand même une gymnastique d'esprit qui n'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, je dis souvent qu'il y aura des très bons DAF qui seront des mauvais DAF part-time, et c'est pas pour ça que c'est des mauvais DAF. C'est juste que des fois, ils n'ont pas la personnalité, ils n'ont pas la compétence, et voilà. Et c'est pas, on n'est pas meilleur qu'on est DAF part-time, c'est pas vrai. C'est juste que c'est un autre métier, quoi. Donc nous, de plus en plus, on recherche aussi des profils un peu plus jeunes, parce qu'on a été de plus en plus sollicités pour avoir sur des missions plus type FP&A, donc contrôle de gestion, contrôle de gestion, tout ce qui va être prévisionnel, contrôle de gestion. Exactement. Donc ça, c'est effectivement sur des profils un peu. Alors quand je dis plus junior chez nous, c'est minimum 5-6 ans quand même d'expérience professionnelle. Donc c'est plutôt des profils des gens qui auront entre 28 et 30 ans, qui sont peut-être encore un poil jeunes pour être directeur financier. C'est des gens qui ont toujours été en cabinet, donc ça leur permet de passer de l'autre côté entreprise. Donc de plus être dans le contrôle, mais dans la production. Et donc ça, c'est vraiment un grand écart de se dire, je vais plus contrôler les comptes, mais je vais produire un business plan ou produire un reporting. Bah, c'est très engageant et ça nécessite quand même un certain nombre de compétences. Mais globalement, on cherche souvent des gens chez nous qui sont DAF, c'est des gens qui ont entre 8 ans et 25 ans d'expérience professionnelle en direction financière. Nous, on aime beaucoup 2 types de caractéristiques. Le premier, c'est le côté business. C'est des gens, effectivement, qui vont pouvoir s'adresser à des entrepreneurs. Comme je te disais, nous, on s'est beaucoup développé sur l'écosystème tech et digital et on est au contact des CEO et du top management. Donc, c'est des gens qui sont capables de parler des sujets business et développement avec ces entrepreneurs-là. On est loin, on va dire, de la caricature du DAF à lunettes qui parle à personne dans l'entreprise. Non, on a les mêmes caricatures sur nous. Exactement, c'est pour ça. Mais voilà. Étonnant qu'on nous confonde alors, du coup. Mais voilà, nous, on veut sortir de ça. Et le deuxième, c'est vrai que, alors c'est pas 100% des DAF, mais quand même globalement, c'est le côté un peu geek. C'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le sujet outils, automatisation, IA, etc. De plus en plus important. De plus en plus important.
Nous, notre valeur ajoutée est de moins en moins dans la prod parce que vous fiabilisez, vous produisez un certain nombre de choses. Et l'idée, c'est que nous, on passe de plus en plus de temps sur la partie analyse, sur la partie projection et sur la partie business partner. C'est vraiment sur les sujets à haute valeur ajoutée. Et ça passe par des compétences, enfin au moins une appétence aux outils. Parce que mettre en place, on connaît tous les outils de la place sur toutes les verticales de la partie finance. Je vais pas tous les citer, mais après il y a des sujets de BI de plus en plus, et il va y avoir aussi les sujets d'IA qui commencent à arriver. Donc voilà, nous on aime bien ces profils-là de quelqu'un qui est solide techniquement, qui a cette capacité effectivement de pouvoir passer d'un client à l'autre et de pouvoir s'adapter effectivement à tout type de client, tout en ayant cet esprit un peu geek et business. Ok. Écoute, très clair. Alors moi, si je dois faire un peu le parallèle, chez nous, on va avoir exactement les mêmes tendances. Donc peut-être une plus grande variété de profils. Donc nous, on peut avoir des gens qui ont commencé leur parcours par un BTS compta. On va avoir des gens qui ont fait après leur bac tout de suite le DCG, le DSCG et le DEC, donc le diplôme d'expert comptable. Et je dirais aussi des parcours plus classiques, peut-être notamment en audit, mais école de commerce, donc finalement des gens qui pourraient aller chez toi, enfin chez vous ou chez nous. Après, et je pense que c'est là où moi je voudrais insister, c'est que aujourd'hui nous on prend, en tout cas chez Impulsa, voilà, bon, on a plus d'une centaine de collaborateurs, on est développé sur plusieurs activités, mais du coup nous on recrute de plus en plus de profils, comment je qualifierais ça, atypiques. Donc, tu as parlé de profils orientés data. Voilà, chez nous, il y a 3 data analystes, donc qui aident, alors qui peuvent avoir un job dual, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois aider en interne les collaborateurs d'expertise comptable à mieux faire leur travail ou à optimiser leur travail. Ok, c'est une partie de leur job. Et la deuxième partie de leur job, ça va être, on va les vendre à la journée aux clients. Et ils vont aider, tu vois, une direction financière ou renforcer une direction financière sur de l'automatisation de comptabilité. Ils peuvent très bien travailler avec vous. Si par exemple tu as beaucoup de data, que tu souhaites l'automatiser, que toi tu es là une journée par mois et que tu nous donnes une mission ou le DAF, je dirais salarié qui nous donne une mission de fiabiliser de la data. Donc ça, on fait beaucoup ça. Et je pense que c'est vraiment très très important. Je pense qu'au travers de ce que tu as dit et au travers de ce que je dis, on voit bien qu'il y a, enfin en tout cas nous on le voit vraiment, c'est flagrant, une mutation très claire de nos métiers sur le digital, l'automatisation, et donc forcément on doit casser un peu les grands principes de recrutement, de formation aussi, parce que tu parlais de formation. Nous aussi on investit énormément d'argent sur la formation, sur les sujets digitaux, même, tu vois, ça fait peut-être un peu old school, mais Excel, Power BI, vraiment essayer même les collaborateurs, je dirais les plus âgés, d'essayer de les entraîner dans cette mouvance, parce que c'est clairement, c'est une énorme vague qu'on se prend. Et je parle pas de l'intelligence artificielle, on va en parler peut-être après, qui va encore plus bousculer les règles. D'ailleurs, on a fait le premier épisode de notre podcast, on l'a fait sur l'intelligence artificielle avec Penny Lane. Donc je vous invite à regarder un peu les impacts que l'intelligence artificielle peut avoir sur le monde des experts comptables et de la comptabilité. Mais bon, voilà. Donc moi, je te rejoins tout à fait là-dedans. Et moi, je voulais juste insister sur une chose. C'est honnêtement aujourd'hui, chez les experts comptables, les auditeurs, etc., il y a vraiment, on est à un point d'inflexion. Et on voit très clairement dans les processus de recrutement, de formation, comme des formations hyper importantes, comme on vient de le dire, on voit très clairement, tranquillement, le process s'orienter vers tous ces métiers et tous ces profils atypiques. Je dis atypiques parce qu'il y a 5 ans, même 3 ans en arrière, on n'aurait jamais recruté ces gens-là. Et je pense que c'est l'avenir. Voilà, je pense que c'est l'avenir. Nous, on a eu le même raisonnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de la direction financière, on a une équipe spécialisée effectivement sur ces sujets-là qui s'adresse à la fois en interne et en externe. Ça permet effectivement d'avoir des sujets d'automatisation, des sujets de BI, des sujets effectivement de formation de différents outils de la place, donc de bien les connaître, parce que nous, effectivement, structurer une direction financière, ça passe par des process, ça passe par des outils, et ça passe par des équipes. Et là, donc l'aspect outil est super important. Et donc de trouver, pour la même verticale achat, il y a aujourd'hui 3-4 outils qui existent.
Ils ont chacun leur spécificité, ils coûtent pas le même prix. Donc on doit être capable de proposer les bons outils aux bons clients. Et c'est ça, effectivement, la valeur ajoutée qu'on peut avoir en tant que DAF, c'est de trouver le bon outil. Nous, on n'a aucun partenariat commercial, on n'est pas apporteur d'affaires. Nous, ce qu'on demande effectivement à ces outils-là, parce qu'on est sursollicité, on est un peu prescripteur en tant que DAF, c'est effectivement un service client premium pour les clients 2C, un onboarding accéléré. Et des fois, certains proposent effectivement des petites réductions. Enfin, c'est toujours bien pour les clients, mais nous, on ne touche absolument rien par rapport à ça, parce qu'on veut rester complètement indépendant. On peut être capable aussi de dire que des fois, les outils ne sont pas les bons ou n'ont pas toutes les fonctionnalités qui avaient été vendues. Les clients, les produits qui marchent bien aujourd'hui, ils n'étaient peut-être pas forcément très efficaces il y a quelques années. Donc voilà, on est là aussi pour accompagner. On travaille main dans la main avec ces outils-là. C'est des gens qu'on voit à minimum une fois par an et qui viennent au bureau pour nous représenter les fonctionnalités, qui forment aussi nos équipes aux outils. Et donc ça, c'est très important pour nous, effectivement, c'est le sujet outils. Et l'IA, effectivement, on a une référente aussi IA, qui a écrit d'ailleurs un livre blanc, et je vous invite effectivement à aller sur le site de C pour aller lire ce livre blanc. Effectivement, c'est en constante réflexion, effectivement, sur ce sujet-là. Nous, on accompagne beaucoup de clients dans l'IA aussi. Donc voilà, pas forcément sur la verticale finance, hein, mais voilà, typiquement, quand je parlais tout à l'heure de pouvoir parler à business, bah, c'est pas forcément business, là c'est plutôt tech, c'est plutôt des profils chercheurs, mais voilà, c'est s'intéresser effectivement au futur développement de l'IA, c'est super intéressant, quoi. Ok, donc pour l'IA, livre blanc chez 2C et podcast Impulsa, et je pense Exactement. que vous êtes les rois du pétrole avec ça. Bah, nous, comme ça à la volée, on peut donner 2-3 cas d'usage côté DAF. Enfin, pour moi, il y a les sujets un peu de cas d'usage, utilisation de l'IA dans la DAF. Dans le cadre d'une direction financière, exactement. Bah, tous les sujets d'automatisation, c'est effectivement, et ça, je pense que pour moi, la vision que j'ai des experts comptables, c'est des fois, il y avait des sujets très chronophages de saisie. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, typiquement, vous saisissez de moins en moins, j'imagine. Ouais. Et même l'analytique dont on parlait, ça se fait plus ou moins automatiquement maintenant. Ouais. Donc, tous ces sujets d'automatisation dans tout le process qu'on cite depuis tout à l'heure, ça va permettre à chacun, à toi, à moi, de passer plus de temps sur l'analyse et sur le contrôle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, je pense qu'il est gagnant-gagnant parce que les collaborateurs, voilà, c'est quand même faire des tâches chronophages, c'est pas là où les gens s'épanouissent le plus. Et juste, excuse-moi, là, juste nous, de notre côté, on a un gros challenge que peut-être vous n'avez pas, c'est qu'on avait une partie de notre revenu, et on a toujours une forte partie de notre revenu, qui peut être corrélée à des missions de tenue, donc de saisie de pièces, de choses manuelles qui aujourd'hui sont automatisées. Donc nous, comme je le disais tout à l'heure, on a peut-être un challenge supplémentaire qui est d'intégrer cette évolution de la technologie et de proposer autre chose. Mais en fait, nous, on avait aussi la même chose, c'est-à-dire qu'avant, on passait plus de temps sur Excel dans les nombres de jours. Enfin, nous, on vend le nombre de jours. Si avant, je mettais 2 à 3 jours à produire le reporting, et qu'il me restait plus qu'un jour pour l'analyser, parce qu'on va dire que le budget du client était que de 4 jours, bah, c'était moins bien que maintenant, je mets une journée et demie à le produire, et je passe 2 jours et demi à l'analyser, où je fais d'autres choses. Donc en fait, on avait aussi ce problème-là de se dire, bah, finalement, on passe moins de temps à produire, donc du coup, on va moins facturer. Non, en fait, on sait qu'en fait, le client, on pourra faire d'autres choses pour le client, et c'est des sujets plus intéressants. Ok. Après, il y a le sujet pour moi de tout ce qui va être formalisation des process et transmission de la connaissance et des process au sein de la boîte. Donc effectivement, ça va permettre effectivement l'IA d'aller beaucoup plus vite au sein des entreprises et même au sein de chez nous, chez 2C. Et après, il y a tous les sujets d'identification des fraudes et tous les sujets un peu de conformité. Il y a un certain nombre de choses qui existent. Effectivement, que ça soit en tant que DAF, on est aussi responsable du patrimoine de la société. Et donc, effectivement, aider effectivement à identifier des fraudes via l'IA ou anticiper effectivement des besoins de trésorerie par rapport à l'historique, ça va permettre effectivement d'aller plus vite et de fiabiliser un certain nombre de choses. Okay. Après, je pense qu'il y a plein de cas d'usage qui vont encore qui vont se développer. Je pense qu'on est qu'au tout début, de toute façon, dans l'ensemble des métiers. Nous, on le voit aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui ont beaucoup d'idées, hein, comme il y a un effet de mode, mais nous, on croit profondément que c'est vraiment un sujet de fond et une tendance vraiment pérenne pour les années à venir. Ok, bah, écoute, hyper intéressant. Peut-être juste avant de conclure, moi je vais essayer de donner quelques cas d'usage aussi par rapport à l'intelligence artificielle, parce que je pense que c'est un truc qui est dans les bouches c'est un sujet qui est dans les bouches de tout le monde aujourd'hui. On en parle à gauche, à droite, au milieu, enfin bon bref. Nous aujourd'hui, les grands impacts de l'intelligence artificielle, ça va être effectivement sur la saisie. Donc il y a eu des deuxièmes vagues d'OCR qui ont été hyper puissantes, mais là l'intelligence artificielle va aussi bousculer les choses. Je vais pas rentrer dans le détail, regardez le podcast,
vous verrez, avec Penny Lane sur le sujet. Le deuxième sujet, ça va être un sujet de communication client. Nous, aujourd'hui, il y a énormément d'échanges avec les clients sur des questions que moi j'appelle de premier niveau. Voilà, des questions assez simples, mais pour lesquelles des clients non sachants attendent des réponses. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va nous permettre quoi ? Elle va nous permettre de répondre à 90% de ces questions de manière automatisée et donc de libérer du temps du collaborateur sur ces sujets-là pour faire, comme tu le disais, des analyses, plus, etc., etc. Donc on n'a pas les mêmes métiers, tu vois, mais on a quand même des trajectoires qui sont similaires, puisque là où toi tu parlais de temps entre la production et l'analyse du reporting, nous on va avoir exactement la même chose sur de la production comptable ou sur l'avancement du run comptable avec le client tous les mois. Donc ça c'est clairement un deuxième effet. Et le troisième, c'est un peu ce que toi aussi tu mentionnais, ça va être toute la dimension contrôle. L'intelligence artificielle va mettre en place des revues automatisées des comptes, va challenger ce qu'on aura fait et va donc nous alerter. Il va y avoir des choses qui vont nous remonter, des pop-up qui vont remonter en nous disant attention, là je comprends pas, il me semble que le compte l'écriture a été passée à l'envers. Là il y avait 200 000 de crédit d'impôt l'année dernière, là il y en a plus que 50 000. Est-ce que c'est normal ? Voilà, donc il va y avoir un certain nombre d'alertes qui vont nous permettre de mieux contrôler la qualité de l'information financière et donc je pense de vous donner quelque chose d'encore plus fiable à vous et donc au travers vous aux clients. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup avec plaisir. pour la discussion d'aujourd'hui. Je suis très très heureux que tu aies pu participer à notre podcast On fait le bilan. Et je trouve que ce que tu nous as expliqué fait beaucoup de sens. Et moi, ce que je dirais pour conclure, mais je te laisserai aussi t'exprimer sur le sujet. Non, d'ailleurs, peut-être tu veux. Non, moi, qu'est-ce que tu moi, c'est conclus plus de tout ça en fait, finalement, dans la relation DAF expert comptable, dans les similitudes, les différences. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Moi, je pense que c'est un binôme qui est très important, comme on l'a dit. Nous, en fonction de la taille des boîtes, on voit aussi, quand je dis au sens large, c'est qu'il y a aussi des comptes internalisés, c'est qu'on va dire ceux qui sont responsables de la comptabilité, que ce soit interne ou externe, et le directeur financier doivent travailler main dans la main. Ça, c'est indispensable pour tous les critères qu'on a donnés. Et je pense que de plus en plus, le DAF doit se détacher, pas se détacher, mais va prendre de plus en plus d'autres sujets dans l'entreprise, et parce qu'il aura de plus en plus confiance en son expert comptable pour créer ces documents-là et pour fiabiliser. Il va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches. Et donc, effectivement, il y a toujours une place pour les deux et on est clairement complémentaires. Ok. Écoute, alors moi, pour rebondir et pour conclure, ce que je dirais, c'est que on a vu que on était deux métiers différents et on a rappelé pour celles et ceux qui ont pas compris ou pour qui c'est flou, on a essayé de rappeler quelles étaient les différences. On a chacun des attentes envers l'autre. Donc je pense que là encore, on a essayé d'expliquer qu'est-ce qui était important et donc j'espère que tes pairs et puis nos consoeurs et nos confrères vont pouvoir s'imprégner un peu de ce qu'on a dit pour essayer d'avoir la relation la plus fluide entre l'expert comptable et le DAF. Ce que je retiens, et tu viens de le dire, c'est que toujours dans la même logique, on a besoin l'un de l'autre, finalement. Donc autant que ça se passe bien. Et puis après, ce que je dirais aussi sur toute la gestion de nos business, on a beaucoup de problématiques. En fait, on travaille la même matière. Donc comme on travaille la même matière, on a beaucoup de choses et de problématiques qu'on partage. Donc tu as parlé de l'évolution des outils, on vient de parler de l'IA, on voit bien que finalement l'IA va avoir un impact fort sur ton métier, va avoir un impact fort sur le mien. Tu as parlé des people, on voit que l'un et l'autre, on va les recruter des profils, tu les as appelés geek, data, SI, enfin t'appelles ça comme tu veux, mais donc on dit la même chose. On dit qu'on va recruter des profils beaucoup plus beaucoup plus en lien avec l'évolution, l'automatisation et la digitalisation de nos professions. Donc, on fait pas le même métier, mais on a beaucoup de choses qui nous rassemblent et beaucoup de problématiques qu'on partage. Voilà, donc c'est ça. Très bien. Et moi, je voudrais juste en profiter de ce podcast aussi pour dire que chez Dossier, on recrute énormément. On a la chance d'avoir presque plus de demandes que de ressources. Donc, n'hésitez pas effectivement à postuler chez nous. J'en profite aussi parce que je l'ai pas dit, c'est qu'on est développé. Nous, on s'est développé sur plusieurs bureaux en province. Aujourd'hui, on a 80 DAF, 40% en province. On est à Marseille, on est à Bordeaux, on est à Lille,
On est à Nantes, on a ouvert à Lyon tout récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler si vous êtes intéressé par ce métier de DAF part-time. C'est pas forcément toujours facile, mais on s'ennuie jamais. Donc on rencontre toujours plein de problématiques et le fait de travailler effectivement dans cet écosystème technique digital, même si on fait pas que ça, c'est hyper dynamique, hyper intéressant. Donc voilà, mais n'hésitez pas si effectivement vous cherchez un nouveau challenge à solliciter de ces finances. Ok, et ben pareil chez Impulsa, vous allez sur notre page LinkedIn, vie d'entreprise, il y a pas mal d'offres et voilà. Bah écoute Thomas, je te remercie une nouvelle fois. Merci encore une fois pour l'invitation. Et à très bientôt sur des missions. À très vite. Ciao. Ciao.